fais ça d'abord, voilà, comme ça permet d'ouvrir. Bon. Elisabeth Mortamet, merci d'être avec nous. On était à l'instant, puisqu'on a un petit peu démarré en attendant, le clap. On était chez toi, là, à Ménilmontant. Comme ça, vous le savez. Pas loin des coins un peu chauds, là, où il y a de la musique. C'est ça. Et pas loin, si on descend un tout petit peu plus bas dans la pente, il y a quelqu'un qu'on connaît, que tu connais très bien et que je connais un petit peu. Mais la cuisine est très bonne. Si vous arrivez à vous faire inviter, n'hésitez pas quand même. Vous n'avez pas eu droit à ça? On n'est pas allé plus. Non, mais vous êtes arrivé à 10h du matin. Bon, alors, donc effectivement, on s'est déjà rencontrés autour de cette table l'année dernière et on réédite dans des circonstances un petit peu différentes, mais sont-elles franchement différentes? Disons, depuis l'année dernière, ton statut a légèrement changé, tu es toujours avec nous, en tant que chercheuse là-haut, là, dans les étages, en tant que pilote du séminaire doctoral ACN, Architecture et Culture Numérique de l'EFCO, l'un des deux labos qui est logé dans l'enceinte de l'école. Et puis quelque part aussi toujours avec nous, active dans l'enseignement, puisqu'il t'arrive de participer à des jurys. Bon, voilà. Et peut-être ce qui est important, c'est de dire, ce qui est très intéressant, c'est que pour vous, par exemple, je pense au panel de cette année, on a un enseignant artiste, André Avril, Dominique Cornart, Vincent Laureau et Catherine Ranaud, tous les trois architectes comme toi, mais qui ont une relation, disons, plus actuellement, les trois, dans une certaine mesure, plus directe à la production, enfin celle de Catherine étant entre art et architecture. Et toi, en fait, Vincent, comme toi, finalement, les parcours se croisent, hybridant, disons, très fortement, recherche et production, sans parler de l'enseignement, parce que par définition, tout le monde est enseignant ici autour de la table, enfin parmi les invités. Pour l'instant, ça peut changer. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est cela, c'est je pense dans ton cas, c'est l'importance, la profondeur de la trajectoire. Architecte, formé à l'UP6 La Villette, ce qu'on appelait l'UP6, Paris-La Villette, mais avant même d'être architecte, et avant tout, et ça c'est vraiment très important pour vous, parce que finalement c'est peu présent dans cette école, sauf cette année avec Anna-Maria Bordas, son invité Joao Nunes, si je prononce correctement. Tu es paysagiste, formé à l'ENS, ce qui s'appelait l'ENS, l'École nationale supérieure d'horticulture de Versailles. l'ENS H. Ah, H, oui. Ah bah oui, horticulture, oui, voilà. Puis P après. Ouais. P, comme paysage. Ouais. Et tu es docteur en sciences de l'information et de la communication, donc pesez les mots, quoi. On est passé déjà en 2 lignes sur architecture, horticulture, paysage, sciences de l'information et de la communication, intitulé de ce doctorat soutenu en 2005, tu me corriges si je me trompe, à Paris 8, le temps des hypermédias dans l'architecture, avec entre parenthèses prospective au pluriel. Et puis une HDR, vous savez ce que c'est qu'une HDR? De photographie. Ah non, c'est pas un format de photographie. Habilitation à diriger les recherches. Absolument, ouais. C'est en fait quelqu'un qui est docteur ou docteur, en France, c'est une particularité française, soutenir une HDR qui lui permet ensuite, dans un deuxième temps, d'encadrer lui-même ou elle-même des doctorats. Ce que tu fais ici même dans cette école. Donc cette HDR a été, disons, alors comment dit-on, parrainée, parce qu'on ne doit pas dire dirigée, ou marrainée par Martine Bouchier, que vous connaissez, qui enseigne ici dans cette école. Et cette HDR a été soutenue en 2014 par US La Défense sous l'intitulé Modèle, modélisation et transfert. Trans-traduction, faire. Donc c'est chaud, il y a beaucoup de choses, c'est complexe, c'est assez passionnant parce qu'en fait on pourrait dire, d'ailleurs on n'arrivera jamais à aborder le tout de cette affaire, c'est sans doute aussi tant mieux, déjà on peut peut-être montrer ça. Alors je t'ai trouvé des paires, et accent grave RES cette fois. Ils ont des lunettes tous les trois. Bah oui, c'est des gars. Et c'est des hommes. Tu préfères les hommes, non? Ça doit être ça, ouais. Non, mais le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Donc Bernard, j'ai fait exprès, je m'amuse. Bernard, vous voyez qui c'est?
Ouais, je pense que... Est-ce que vous en connaissez un? Vous en identifiez un? Ça, c'est le silence pédagogique, n'est-ce pas, Victoria? On s'est mis d'aller ensemble. Vous êtes la seule. Donc, Bernard L comme Lassus. Lassus ou Lassus? Lassus, rien dit. On dit, oh, les deux, bon, ça dépend. Jean-François Lyotard, quand même. Jean-François Lyotard, ça vous dit rien? Et Gilbert Simondon. Alors, pas longtemps, mais parce que un mot sur chacun pour le dire, si tu peux. Alors, Bernard Lassus, c'est un plasticien paysagiste qui a enseigné à l'École des Beaux-Arts, qui a enseigné à La Villette, à Paris, UP6 dans le temps, et qui a enseigné également à l'école du paysage. Moi, je ne l'ai pas connu du tout comme enseignant. Je l'ai connu dans la vie professionnelle, et c'est quelqu'un qui est intéressant parce qu'il a une approche toujours de chercheur, et en même temps une mise en œuvre de praticien. C'est-à-dire que c'est dans ce sens-là que ça se passe chez lui. C'est sa position d'enquêteur, de chercheur, qui nourrit sa pratique, son exploration ou son expérimentation professionnelle. Alors le suivant. Jean-François Lyotard, c'est un philosophe. Alors Bernard Lassus est toujours vivant. Jean-François Lyotard est mort. C'est celui qui a promu en France la question de la postmodernité. Non pas la postmodernité architecturale, mais la postmodernité en philosophie de façon beaucoup plus large. On pourra en parler éventuellement. La condition postmoderne, le postmodernisme enseigné aux enfants. Le postmodernisme enseigné aux enfants, etc. Les enfants, c'est nous. Et surtout, pour moi, je l'ai connu comme ça, par l'exposition dont il a été commissaire au Centre Pompidou, les immatériaux, dont on a parlé l'autre jour avec les étudiants qui sont venus. On va y revenir aussi. Alors le troisième. Et puis Gilbert Simondon, c'est un philosophe. C'est vraiment ton papa. Oui, je pense que, historiquement, c'est le dernier, effectivement. Mais c'est un philosophe des techniques. Qui a écrit beaucoup de choses extrêmement différentes sur la condition des objets techniques, sur la vie des objets techniques, mais aussi sur nous-mêmes comme évoluant au sein de ces objets techniques. Et puis sur les animaux aussi, beaucoup. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que c'est quand même très caractéristique d'une certaine manière de penser le travail, la recherche, une trajectoire. C'est que là, je ne les ai pas choisis au hasard, mais on aurait pu mettre d'autres noms. D'ailleurs, il y a d'autres figures qui vont apparaître. Mais ça veut dire que tu n'arrives pas, évidemment, toute seule comme ça au monde, si on peut dire. Et dans ton travail, il y a une forme d'identification des racines, on va y revenir aussi, des liens qui peuvent s'établir avec des pensées qui précèdent, et qui sont issues elles-mêmes d'univers disciplinaires et de pratiques très très différentes. Donc ça, c'est quand même assez important. Et puis aussi, il y a un effort de déchronologisation que j'ai fait de façon même quasiment involontaire, mais presque exprès. Vous voyez que j'ai mis à gauche le plus jeune quelque part, là-dessus. Lyotard est mort, mais enfin, c'est même pas une question. Et puis Simondon aussi, ce qui est intéressant, c'est que je le revoyais hier en allant chez Wikipédia, tout simplement. C'est que l'un de ses ouvrages les plus connus de l'origine du mode d'existence des objets techniques, enfin disons même son travail, et il est sorti dans les années 50. Après, il est passé dans une, pas clandestinité, mais disons il a été ressorti quelque part par Deleuze et Guattari, etc. Et il fait l'objet d'une fortune critique aujourd'hui, incroyable. Ça, c'est quand même intéressant. C'est très récent, ça. Parce qu'il y a un tas de jeunes philosophes qui se sont intéressés à lui et qui ont diffusé sa pensée. Qu'est-ce qu'il y a ?
C'est juste qu'il y avait, je pense, besoin d'un déplacement pour être plus dans l'axe. Ah, C'est dans l'axe de la caméra, non? pardon? Vous soyez dans l'axe de la caméra. Ah, je sais pas. Oui, bon. De toute façon, le personnage principal ici, c'est Elisabeth. Ouais, non, Voilà. Alors ici, après, peut-être, n'hésitez pas, hein, le groupe, les 4, si on peut dire, mais aussi tout le monde. Hein. Franchement, vous êtes là pour prendre le micro, doit circuler. Formation hybride représentative de cette trajectoire. Alors voilà. Je disais tout à l'heure architecture et paysage. Donc ici, vous avez à gauche Versailles. À droite, bon, ce n'est pas la Villette, mais vous reconnaissez, je pense. Vous reconnaissez les habits là, non? Bah, je sais pas, vous êtes peut-être jamais passé par là. Et puis surtout avec les panneaux qui sont devant. Vous pouvez imaginer, ça c'est pas la période des Gilets jaunes, c'est plutôt mai 68, voilà, ouais. Mais c'est l'école des Beaux-Arts de Paris, c'est la Mecque de l'enseignement de l'architecture, ce qui fut la Mecque. Oui, bah, oui, oui, c'est là que ça a oui, commencé oui, quand même. oui. Et d'ailleurs, une partie de notre école est issue de un rameau peut-être Ouais, pas le ouais, plus vaillant, ouais. est issu de Paris-la-Seine, est arrivé dans Paris-Val-de-Seine. Je crois qu'actuellement, en fait, il y a des palissades de chantier devant. Ah, c'est ça. Et on passe à droite. D'accord. Et- Donc il y a toujours Malaquais là-bas. Oui. Bon. Voilà, donc en fait peut-être... là, Alors peut-être rectifier, c'est que c'est pas Versailles, c'est l'école du paysage, Oui. c'est pas le Oui. château de Versailles. Hein. Bien sûr. C'est le potager du roi, et donc l'école était dans le potager, et enfin dans le potager, oui, je que c'est le potager. Et puis là, la UP6 était dans l'école des Beaux-Arts, enfin dans les bâtiments des Beaux-Arts. En plus, je ne savais pas. Ah, tu savais pas? Non. Si, nous occupions au milieu de la cour ce qu'on appelait les préfats. Il y avait des bâtiments au milieu de la cour, et puis des bâtiments qui ont été démolis, qui s'appelaient les loges, qui sont sur la gauche en entrant, qui étaient les loges qui servaient autrefois de loges pour les concours. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je fais passer ces 3-4 vues, et puis tu peux y revenir en quelques mots. Ici, peut-être pour raconter l'expérience de Versailles, les deux Versailles, on peut dire, complémentaires, à la fois le potager et le parc, comme vous pouvez le voir. Ceci est une contribution importante que vous avez signée. Oui, alors ce que je n'ai pas dit, peut-être, c'est que vous avez collaboré très longtemps avec Jean Mageran, associé au sein de votre équipe d'architectes et de paysagistes. Et donc vous avez aussi coécrit un certain nombre de contributions, dont celle-ci, dans la revue... Monument historique. Oui, monument historique. Voilà, donc ça c'est quand même intéressant. Prenez en note le titre du potager au jardin contemporain. Je pense que c'est significatif de quelque chose. Je passe, juste pour qu'on ait idée de ce qui est dans le contenu de ce chapitre. Ensuite, c'est un peu brutal. C'est le retour au réel de la ville, on pourrait presque dire, et aussi quelque part de ce que nous raconte l'apport de la sociologie et sciences humaines, qui timidement faut leur rentrer en école d'architecture. Enfin, après mai 68, ça commence quand même. J'ai mis Bourdieu, on aurait pu mettre d'autres auteurs. Dans la perspective d'une vie passionnante, je me demande si c'est pas justement à l'école des Beaux-Arts, ça. Ah oui. Je pense. Ouais, J'ai souvenir de cet escalier. Ouais. C'est quand même pas assez bon, quoi. Imaginez ça, quand même, plutôt que de... Bon. Et puis les Beaux-Arts, la Villette, c'est aussi ça, quoi. N'est-ce pas? Alors, là-dessus, moi, je pensais que tu l'avais eu comme prof. C'est pas le cas, mais... si, en fait, je dis des bêtises, mais je n'ai pas eu en comme prof à la... Tu l'as eu à la Villette? À la Villette, j'ai eu à UP6. Oui, à UP6. Voilà. Alors, est-ce que tu peux dire quelque chose de tout ça? Alors, Tolly-le-Coq, eh ben, c'était très intéressant. Le coq, c'est un mime. Et c'est quelqu'un d'extrêmement connu qui a fait une école. Vous en parlerez avec Emmanuelle Bouillet, elle connaît très très bien. Et elle enseigne toujours là. Hein, le coq est mort depuis un moment, mais sa structure pédagogique existe toujours. Oui. C'est fort intéressante et Emmanuelle est très active. Voilà. Et nous avions la chance d'avoir dans l'enseignement de l'époque de cette école qui était malgré tout assez atypique, il y avait des gens très très différents, le coq enseignait. Donc on avait un cours d'archi, un groupe d'archi, dont le prof avait invité le coq à travailler avec lui. Donc on avait un groupe d'archi avec le coq.
que je peux me permettre une parenthèse? Ça me fait penser tout d'un coup à un truc assez incroyable, c'est qu'à l'école d'architecture de Nantes, depuis quelques années, 4-5 ans, existe ce qu'on appelle une semaine d'intégration en première, comme en deuxième année d'ailleurs, c'est assez étrange. Mais enfin, et la semaine d'intégration, elle consiste, surtout pour les premières années, à prendre en charge, à prendre en main le bâtiment de l'école, que vous connaissez dans son caractère, etc., j'y reviens pas. Et cette pratique est pilotée par une danseuse, en fait. Une danseuse, c'est-à-dire qu'on demande aux étudiants, alors c'est une certaine manière aussi de faire en sorte qu'ils se connaissent, qu'ils se touchent, et donc on fait en sorte que les corps prennent en charge le lieu, en fait, et c'est absolument passionnant comme truc. Il y a plein de choses sur Internet là-dessus. Pardon, parenthèse. Oui, enfin, c'était une expérience d'abord parce que c'était quelqu'un. Un jour, il est venu avec des masques italiens en cuir. Il s'est posé sur le visage et je ne sais pas, tout était changé, quoi. Enfin, c'est une évidence, mais on découvre quand on est étudiant, on découvre des choses comme ça de l'architecture qui sont à sa frontière, mais qui sont extrêmement enrichissantes. Alors. Est-ce que tu veux dire un mot là-dessus ou là-dessus? Là-dessus, alors le jardin contemporain, c'est une idée. Aujourd'hui, on parle de jardin contemporain partout. Je suis rarement à être assertorique sur ce que j'ai fait, mais c'est vrai que le mot jardin contemporain, je pense qu'il a démarré là. Parce que le milieu du paysage était extrêmement réduit, très complexé par ce qui se passait en Allemagne. Et le fait de se rapporter à ce que pouvait être la culture française sur la question du paysage, et partir de cette culture-là, c'est-à-dire partir du potager pour aller vers quelque chose qui renouvelle la pensée, nous a conduit à rechercher un mot. Le mot contemporain a été utilisé beaucoup pour le design, le meuble, et très peu on parlait très peu de contemporain. C'était un mot qui était un peu dévoyé, qui s'était dévalorisé, et il nous a semblé que c'était le seul mot qui convenait pour établir un temps du moment présent. Parce que là, on pourrait dire aussi, justement, je reviens en arrière d'un cran, ce qui est vraiment fascinant dans ce travail-là, je ne sais plus où je l'ai lu chez toi, mais je crois que c'est peut-être enfin, peu importe, mais le doctorat, c'est la relation entre le haut et le bas. Ouais. C'est-à-dire, puisque tu as cette double formation, tu es d'abord passé par l'horticulture et le paysage avant d'arriver à l'architecture. Il y a vraiment l'idée selon laquelle la question du jardin, du paysage, c'est de la technique et c'est du vivant, quoi. Ouais. C'est les deux à la fois. C'est ça. Et peut-être tu peux dire un mot quand même aux étudiants, parce que c'est tellement important. Arriver à comprendre le parc de Versailles à travers le truchement du potager. Alors, c'est une histoire qui se renouvelle tout le temps pour moi. C'est-à-dire que on est pétri on en avait parlé avec vous. On a tout ce que nous faisons en tant qu'être humain se fait en accompagnement, accompagné d'un savoir-faire de transformation de la matière, donc de fabrication des choses. Et le potager, c'est un lieu d'expérience. Ce potager-là, mais des tas d'autres à la même époque, sont des lieux d'expérimentation, de connaissances, de mise en place de choses qui se renouvellent sur le vivant. En l'occurrence sur du végétal. Allez voir l'exposition au Centre Pompidou et qui ensuite qui s'appelle vous êtes allé voir Mezzanine Sud là. La logique du vivant. La logique du oui peut-être non c'est pas la logique. Moi je trouve ça vraiment passionnant quand même. C'est dans cette veine-là. Et comment ce savoir-faire et en même temps cette imagination qui se nourrit de ce savoir-faire et de ces résultats de ce savoir-faire vous permet de construire et d'inventer de nouvelles formes. Alors en l'occurrence, comment on passe du potager qui est un lieu utilitaire
au jardin d'agrément, c'est par tout ce transfert de savoir, de savoir-faire et d'imaginaire qui sont nourris par ces savoirs et ces savoir-faire. C'est constant dans la pensée, pour moi, c'est constant dans la pensée de la conception, quelle qu'elle soit. Oui, on pourrait dire d'ailleurs, pour faire un raccourci, un rapport avec l'école, ici, une fois encore, on est dans le domaine d'études expérimentales. Ce qu'on voit véritablement là, le simple fait que cette école devenue de paysage soit installée dans le potager et pas dans le parc, c'est significatif. C'est dans le lieu de l'expérimentation, du test, de la science et du bricolage, du savant et du bricolage, que les choses commencent à se tester. Et ce qui est super intéressant aussi, je trouve, quand tu dis on était à la fois, quand tu étais là, tu disais on était sous l'empire, sous l'influence bienveillante du modèle allemand, etc. en la matière. C'est-à-dire à un tel point qu'on perdait de vue le fait que dans la trajectoire de l'histoire du jardin à la française, qui peut nous sembler hiératique, etc., hyper composée, etc., il y avait aussi toute une science absolument inouïe qu'il s'agissait de faire ressurgir. Il y a une science, mais il y a aussi de l'onirique, il y a aussi de l'imaginaire. C'est-à-dire que quand vous faites des choses positives, quand vous fabriquez quelque chose de positif, cette chose positive, ou d'ailleurs la chose négative, enfin la chose qui prend de l'importance, elle nourrit votre imaginaire, elle nourrit votre pensée, et elle constitue un bagage pour aller au-delà, pour faire quelque chose d'autre avec. C'est étudiant. Moi je voulais justement rebondir sur ce... Alors, je ne sais pas s'il faut prendre pour les yeux. Oui. Je voulais justement rebondir sur cette notion de potager, jardin contemporain. Parce que vous nous aviez parlé alors je ne sais pas si on peut appeler ça un nouveau type, modèle de jardin que vous avez pensé, conceptualisé et peut-être expérimenté, qui est ce fameux jardin en quadrillage. Ah ouais. Voilà, ça m'y fait repenser. Non, le jardin des mémoires de synthèse. Oui, c'est ça. Voilà, vous avez plein de petites expérimentations. Et peut-être vous pourriez en parler mieux que moi, justement, mais ça me fait penser avec cette idée d'expérimentation au niveau du potager de Versailles. C'est pas là. Non, tu ne l'as pas là. C'est un projet dont effectivement on a parlé l'autre jour, qui consiste ça s'appelle le jardin des mémoires de synthèse. Donc c'est sur cette espèce de trame de la relation entre savoir, savoir-faire et transfert et imagination, l'idée puisque nous sommes dans une ère où la rétention de la rétention de la mémoire est pleine, est quasi absolue avec tous ces objets qui sont des éléments de rétention de la mémoire, de retenue de la mémoire, retenue de ce qui se passe, qu'on peut revisualiser X fois. L'idée de fabriquer un jardin composé d'une répétition du même, mais qui évolue selon un protocole de traitement, un peu comme dans un laboratoire, où on met des boîtes de pétri et on fait évoluer les choses différemment. On va voir à nouveau cette expo. Voilà, avec au centre un jardin qui n'est que l'enregistrement et la mémoire de tout ce qui se passe dans tous les jardins. C'est ça. Alors, ouais. Chapitre 2, recherche et production. Alors bon, c'est peut-être un petit peu, je te tacle un peu, mais un nouveau discours de la méthode, c'est trop élogieux, je vais le retirer tout de suite. Ah oui. Disons, on se connaît bien, donc on a le droit de se chambrer. Ça fait partie du plaisir. Absolument. Donc en fait, voilà, ce qu'on peut dire, c'est que dans la production, c'est intéressant d'associer recherche et production dans tous les cas, mais dans ton cas en particulier, pour plusieurs raisons, parce que, disons, j'avais noté, il y a une activité professionnelle très intense pendant une vingtaine d'années, principalement entre les 80 et 2000, mais qui aura en définitive donné lieu à peu de réalisations. Peu de réalisations. Bien que traitant de questions, peut-être parce que traitant de questions d'échelle, de paysage, de concours, quelques succès, mais beaucoup d'insuccès, et aussi pas de chance, des opérations bloquées par les aléas politiques ou programmatiques, etc. Et je dirais aussi, deuxième point, donc il y a ce
production intense, mais peu récompensée dans le réel par des réalisations, il y en a quelques-unes, et une activité professionnelle qui aura souvent été aussi embarquée dans des formes de recherche appliquée, si on peut dire, dont on peut donner une lecture, on peut livrer une lecture rétroactive par la recherche. C'est-à-dire que c'est intéressant, après un certain temps, de dire, finalement, c'est ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait. Finalement, est-ce que je peux réaliser dans le cadre de la HDR? La HDR, c'est aussi un exercice qui permet précisément de revenir sur une trajectoire et d'essayer de la comprendre. C'est ce que tu as fait. On en reviendra là tout à l'heure. Alors peut-être juste pour mise en bouche, mais j'en ai même éliminé un certain nombre parce que, faute de temps et de place, j'ai juste retenu ces choses énigmatiques que j'ai jamais compris ce que c'était exactement. J'ai trouvé ça, le débarcadère, parce qu'en plus, tu n'es pas très prolixe, tu donnes tes choses un peu en... Enfin, c'était un peu en vrac quand tu m'as offert tout ça. Ça, c'est du côté de la Villette, c'est ça, non? Non, c'est à Gennevilliers, c'est sur le port de Gennevilliers. C'est un pôle de restauration à l'intérieur du port de Gennevilliers. Oui. Ensuite, ça. Alors ça, évidemment, je fais cette relation. Je me suis trompé. Venturi est en haut à gauche et Mortamé Majoran en bas à droite. Vous connaissez cette maison? À droite, là. En bas à droite, là. Non? Il est mort il n'y a pas longtemps, Robert Venturi. C'était cette année, d'ailleurs. Oui. Enfin, en 2018. Fin 2018, par là. 2018. Hein. Oui, bon, c'est l'époque... c'est un peu plus tardif. Hein, c'est 60... Oui. 78, puisque alors ça fait partie de ces comment c'est le premier concours auquel on a participé. On était encore étudiants et on a fait partie des lauréats. C'était sur les immeubles de ville à Cergy-Pontoise, donc ville nouvelle. Comme on était étudiants, on n'a pas pu réaliser le programme d'immeuble. On a donné en compensation, 1 an ou 2 ans après, ce bâtiment qui est une maison commune dans un quartier à réaliser. Et on est en plein dans la période postmoderne, évidemment, postmoderne architecturale. Et je ne connaissais pas, à l'époque, la maison Venturi. Non, non, on était totalement ignares. On sortait de l'école du P6, on était totalement ignares. On avait le coq, mais on n'avait pas de culture architecturale. Non, ça a dû diffuser quand même quelque part. Peut-être, oui. Renaissance, Géminet. Oui. Alors par exemple j'avais retenu aussi parce que c'est assez énigmatique. Alors évidemment en bas à gauche c'est une référence que j'ajoute moi comme ça parce que ça m'a fait penser à vous connaissez ce film l'année dernière à Marianne Bad de René et Rob Grillet qui raconte quand même quelque chose de cette période-là aussi, je trouve, ce film-là, vraiment. Enfin, je veux dire, entre Rob Grillet et Lyotard, il y a peut-être des... Et puis ça, c'est un travail sur le parc du Luzard que vous avez réalisé, 30 hectares quand même, c'est pas rien, quoi. Alors oui, il y a 15 hectares qui ont été entièrement réalisés. C'est-à-dire là, quand on voit l'image de droite, c'est quoi? C'est en bas? C'est celle de droite, dans la partie droite de l'image. Et en haut, ce sont des éléments de ce parc réalisé qui se composaient en partie avec une restauration d'une forêt, d'un boisement, donc avec un travail à l'intérieur du boisement. Et alors ces sortes de fabriques, ça pourrait faire penser, c'est pour ça, d'où cette relation, peut-être, c'est peut-être là où se croisent les modèles, moi je ne connais pas assez bien, mais disons, il y a des marqueurs comme ça du paysage. Oui. Il y a des marqueurs du paysage parce qu'on est, ce que je disais, on est dans un boisement existant et il y a des mares qui existent, des mares dont on ne sait pas, dont le régime de ces mares était difficile à comprendre et donc il ne fallait surtout pas y toucher. Donc l'idée c'était de pouvoir les côtoyer, de pouvoir sécuriser les lieux pour les gens d'une part, et puis d'autre part de faire d'un bois, parce que les gens ne voulaient pas marcher dans le bois, ils allaient au métro, parce que l'espèce de tranchée qui est entre les deux parties, c'est le RER qui passe. Donc la station de métro Le Luzard, à cet endroit-là, les gens
ne voulaient pas y aller en traversant le bois, parce que à la fois ça les amusait d'habiter au bord du bois, mais en même temps ils avaient peur du bois. Donc il fallait transformer ce bois en un parc. L'idée, ça a été la métaphore, c'était celle de la maison, c'est-à-dire c'était comme si on construisait en sous-œuvre à l'intérieur d'une maison, qu'on réhabilitait cette maison, donc ce volume planté, et qu'on venait y introduire des pièces, des couloirs, des transparences, et d'où toutes les références de ces éléments qui sont venus, des fenêtres qui sont venus. On pense un peu Meurtre dans un jardin anglais de Peter oui, Greenaway, oui. c'est un peu contemporain. Oui. Vous connaissez Meurtre dans un jardin anglais? Victoria, vous vouliez dire quelque chose? Moi, je l'ai vu et étudié l'année dernière dans un cours séminaire. Avec Hélène Zambar et... je sais plus son nom. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a intéressé? Ce qui m'a intéressé, on avait étudié les cadrages, surtout parce que c'était une étude d'un film. Oui. Et sinon, on avait aussi fait des parallèles avec d'autres jardins qu'on connaissait, avec par exemple le hameau de la Reine, parce que c'est un jardin anglais dans un jardin français. Et au final, Meurtre dans un jardin anglais, c'est pas vraiment un jardin anglais, c'est un jardin à la française. Et aussi, on avait fait un lien avec le jardin d'Éden, avec la grenade et la pomme. Puis il y a tout le travail aussi avec la grille, avec l'historia. Oui, bien sûr. Quand même, c'est très important parce que celui qui dessine, il y a toujours ce cadrage à un moment donné. C'est pour ça que c'est dans un jardin français, ce jardin anglais, parce que c'est la perspective qui est permanente. Puis la perspective aussi, l'arrière-plan du discours, c'est une structure qui parle en fait, elle n'est pas mutique. Ok, alors peut-être là, sous-partie, on n'y arrivera jamais, mais c'est pas grave, c'est le plaisir. Alors là, j'ai je sais pas, mais enfin, une révision de la doxa moderne. C'est-à-dire il y a une partie dans dans cette production. Dans ces années-là, on pourrait dire que, alors à nouveau, on voit là-dessus avec deux autres personnages qui circulent, à des échelles variables. Les personnages, on peut leur donner des tailles. On reconnaient Canguilhem et Jacob von Uexküll. Disons, pour aller très très vite, disons, il y a quand même des savants qui ont réfléchi la structure du vivant, on pourrait dire. Et qui permettent à des gens comme un Lassus et d'autres désormais de penser la production du paysage en articulant la connaissance et l'imagination, on pourrait presque dire. Enfin, disons, tu fais cette différence dans ton travail très intéressante entre découverte et invention. La découverte, c'est quelque chose qu'on va mettre à découvert, qui est une sorte de connaissance qui existe et dont il est important d'arriver à organiser On la met on l'expose. Au jour. On l'expose. On la met au jour. L'invention, c'est donc une opération cette fois qui est... Je te laisse poursuivre. C'est une opération qui s'oriente vers quelque chose qui n'existe pas, qui met alors l'autre met elle met non elle fabrique quelque chose qui n'existe pas. Oui. Ouais. Et alors je pense que ce qui est important, c'est de redonner le contexte qui est très important pour penser ce travail-là, une trajectoire parmi d'autres, mais c'est un contexte que vous avez peut-être perdu de vue là, parce qu'on est passé à la loi Elan. Avant la loi Elan, il y a eu la loi de 77 sur l'architecture. Et donc la première phrase, là, vous voyez, l'architecture, quand même, mesurez bien ça, chers étudiants et étudiantes. L'architecture est une expression de la culture. De temps en temps, il faut peut-être le rappeler à votre ministre de la Culture, voire au ministre de l'Équipement, voire je ne sais pas quoi aujourd'hui.
parce que les puissances des lobbies quand même industriels sont tellement fortes. Ouais. Vous voyez, vous avez entendu parler de la loi Elan. Donc en fait, cette génération-là, vous avez eu la chance de naître, enfin si on peut dire, à la production. 77, dans ce contexte. Celui-là, l'architecture est une expression de la culture, et aussi celui-là un peu plus tard, en 93, loi sur le paysage, et ce qui commence par sur des territoires remarquables, que j'ai par leur intérêt paysager, définis en corrélation avec les collectivités territoriales concernées, etc. Ce qui est intéressant, c'est que, certes, tu disais, il y a une dimension patrimoniale qui est affichée d'abord, mais néanmoins, la qualification du paysage a changé d'échelle et de statut. On est passé du jardin public au grand territoire. On est passé de l'embellissement végétal aux stratégies d'aménagement. Oui. Alors, tu es active là aussi. Vous êtes actifs tous les deux là, en créant cette revue. Alors, j'ai oublié, je voulais venir avec un exemplaire du premier numéro. Je vous l'apporterai à un autre moment. Mince, j'ai oublié. C'est une revue qu'on a créée effectivement quasi à la sortie de l'école, ou peut-être avant la sortie de l'école, de l'école d'archi, pour essayer de diffuser cette pensée du paysage. Du paysage connecté à l'architecture. Hein. C'est bien l'idée que tout ça fait partie d'une même doux archivaire. Quoi. Et alors, ce qui est étonnant, c'est quand même que vous êtes non pas jugé parti, mais là, par exemple, dans ce numéro-là, vous publiez les résultats du concours du parc du Sauzet remporté par l'équipe de Corajout, qui figure là. Et puis, dans les pages un peu plus loin, on trouve votre travail à vous. Oui, oui. Effectivement, oui, on n'était pas, comment dire, on était une équipe de gens qui se rencontraient, qui avaient fait l'école ensemble. Et on n'était pas ni des journalistes, ni tout à fait rigoureux dans le travail de rédacteur. Quoi. Et alors, peut-être je poursuis là. Et en fait, dans cette période-là, il va y avoir quand même une production intense. J'ai noté, vous avez été lauréat primé ou mentionné sur 12 concours d'architecture, 11 concours de paysage, dont le concours international de la Villette en 82, mais pas remporté, sinon on le saurait. Non. La couverture des quais de la gare Montparnasse en 85, que vous êtes lauréat, mais ça ne sera pas réalisé? Alors, tout ça est très très compliqué. Montparnasse, on a travaillé, on a effectivement gagné le concours de la couverture. Aujourd'hui, si vous allez à la gare Montparnasse, la gare est couverte et il y a une espèce de jardin au-dessus. Ça s'est fait en 2 temps, en fait. Ça s'est fait en 2 temps. On a fait ce travail-là. La SNCF et la ville de Paris se sont pas entendus sur des questions de financement, parce que c'est très compliqué, parce que c'est la gare, mais en même temps c'est la ville qui voulait couvrir. Si bien qu'on est resté, en rade. Le projet s'est fait en fait sur la base de notre projet, le projet global. Après, le jardin a été remis il y a eu un concours pour végétaliser, pour aménager le jardin. Mais les principes ont été conservés, mais nous, on a disparu. C'est souvent comme ça, hein. C'est sur des projets très très longs. Vous faites une partie, et puis il y a des vicissitudes. La chose s'arrête, elle reprend 2 ans après, et reprenant 2 ans après, elle ne peut pas repartir avec les mêmes gens. Le marché public, c'était plus possible. Vous êtes complètement effacé de l'autorat de cette affaire. Voilà. Alors, d'autres choses, on va peut-être pas rentrer dans le détail de tout, parce que on sent quand même une époque. Oui, c'est complètement. Là, on sent quand même puissamment à l'époque l'influence aussi de l'école de Bruxelles, Maurice Culot, etc. Ah, complètement, oui. Là, on est pourtant à Nevers, je crois, c'est ça, hein? Oui, Nevers. Nevers. Alors peut-être encore ça, non seulement Maurice Culot, mais aussi Aldo Rossi, ou des gens comme ça. C'était analogue, hein.
Plan urbain de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors c'est sur le secteur de Guyancourt, c'est un énorme secteur de 400 hectares sur lequel aujourd'hui, c'est Renault qui a son centre, c'était fait pour Renault en fait. Donc c'est une roue de... Non, je plaisante. Ouais. C'est une roue de vélo de chez Renault. Ok. Est-ce que vous avez des interventions là-dessus? Questions, chers étudiants et étudiantes? Vous êtes là? Oui? Oui. Vous êtes bien là? Oui. À travers les différentes diapositives durant l'entretien, à travers les différentes diapositives et durant l'entretien, vous avez parlé de notion d'hyper-paysage. Est-ce que vous pouvez en parler à travers ces travaux? Ah bah tiens, ça tombe en plein là, c'est parfait. Alors l'hyper n'apparaît pas vraiment dans ce travail-là, d'une part parce que on évolue dans sa pensée, que des fois on ne connecte pas tout. Vous verrez, les choses s'assemblent au fur et à mesure dans la vie et dans la manière dont on pense. Ça devient fluide, mais petit à petit. Dans le monde de l'agence, on a des commandes. Et on fait les commandes dans un temps donné avec les éléments dont on dispose, c'est-à-dire la commande elle-même et puis ses propres façons de voir les choses. Donc tout ça, c'est assez, pas chaotique, mais du moins, c'est pas complètement fluide. Et cette notion d'hyper, elle apparaît petit à petit au travers de différentes choses. Doctorat et surtout ceci. Oui. On parlait tout à l'heure. Ouais. Voilà, là on retrouve notre homme, là. Cette fois vous avez droit à son patronyme, Jean-François Lyotard, et puis cette fameuse expo, enfin très importante je l'ai vue aussi, je me souviens que c'était quand même, ça a été un événement incroyable cette expo-là, pas seulement dans le monde de l'architecture, c'était un événement grand public. C'était un événement grand ça a intéressé les architectes, mais ça a intéressé tout public. Moi j'y suis allée, je passe 5 ou 6 fois à l'époque la voir, parce que c'est vraiment la première, alors en termes de scénographie, 85, excuse-moi, c'est ça, 85, 85 oui. En termes de scénographie, c'est un... je me demande si c'est 85 ou si c'est pas plus tôt, parce que vous voyez là, la date là, 85. Oui, mais c'est bizarre parce que on avait sollicité Jean-François Lyotard pour participer au concours de la Villette. Or le concours de la Villette, c'est pas 85, c'est 82. Donc, et on l'a connu par les immatériaux. Donc il y a un truc là. Moi, 85, ça me paraît bizarre. C'est quand même un document officiel, tout ce qu'il y a de plus officiel. Oui, mais ça me paraît bizarre. Je suis bonheur que j'ai modifié les sources. En tout cas, la scénographie de l'expo était absolument étonnante pour l'époque. Il y avait des sortes de grilles qui permettaient de diffuser de l'information. C'est-à-dire c'était les premiers casques qu'on mettait sur la tête. Je pense que ça faisait partie de la volonté de Lyotard. Après, ça a été repris, tout le monde fait ça aujourd'hui. C'est-à-dire une partie, c'était une façon de présenter tout ce qui était en train de se produire en termes de notre rapport au monde, au travers d'une mise en exergue de tout ce qui était immatériel et qui nous faisait, qui reconstruisait complètement reconstruisait le monde d'une certaine façon, reconstruisait notre rapport aux choses, notre rapport aux objets, notre rapport à l'espace, notre rapport au physique, enfin, à la corporéité. Et ça a été vraiment une expo très très importante. Alors juste un truc quand même pour rentrer un peu en dissensus, c'est que quand même immatériaux, malgré tout, on pourrait dire que le terme lui-même, s'il sonne bien ces années 80, si on songe la façon dont les gens qui sont désormais se sont emparés de la matérialité du numérique considèrent
précisément cette capacité qu'a le numérique à parler de support, format, machine, chair presque, etc. Et immatériaux, oui, on devrait dire peut-être des matériaux ou amatériaux ou autres matériaux, mais l'immatérialité du numérique, c'est un vain mot. C'est pour ça que ça s'appelle immatériaux, il y a quand même matériaux dedans. C'est immatériaux, mais il y a quand même matériaux. Je veux dire, se sont embarqués, Lyotard a flirté peut-être un peu avec ça quand même malgré tout, mais se sont embarqués là derrière dans la postmodernité architecturale par exemple, des gens comme Jean Nouvel, pour ne pas le citer, qui nous a parlé pendant 20 ans ou 30 ans de l'immatérialité. Immatérialité. Oui, exact. Sauf que là, il y a plein de matériaux là, dans cette expo. C'est plein de dispositifs techniques partout. Oui. Assumés comme tels. Oui. Oui, mais il y a quand même une ambiguïté dans l'intitulé qui fait question, je veux dire, rétrospectivement, quand on réinterroge cette histoire. Parce que, par exemple, mais c'est intéressant aussi, hein, je trouve c'est intéressant. De toute façon, il y a des moments où il faut dire des choses un peu abruptes, parce que de toute façon, on sait bien que l'époque a changé, que c'était révélateur d'une rupture très importante. Mais je me souviens de cette formule de Jean Nouvel que je restitue comme ça de façon un peu floue, mais à l'architecture de la matière et de la forme, je substitue celle de l'image et du mouvement. Oui, sauf que les architectes ont toujours une façon d'attraper la philosophie par un bout, enfin les architectes et j'en suis, pour nous tous, on attrape la philosophie par le bout le plus simpliste. Toujours. Hein. Et le bout le plus simpliste, c'est le plus métaphorique, c'est-à-dire celui qui va nous rapporter très très vite à la production d'images qui est la base de l'architecture. Certain, c'est cette confusion du concept et du... zut, je cherche un mot... Peu importe. Ça vous cause ça, cette polémique que je lance un peu, c'est-à-dire que les architectes sont d'abord toujours en retard. C'est une discipline, c'est une activité qui est toujours en retard par rapport à la pensée. Il y a du temps pour comprendre comment on peut s'approprier ça et les transformer dans quelque chose qui va être matérialisé avec des commandes. Et puis d'autre part, une façon de prendre les choses qui est de prendre toujours par le bout le plus proche de sa révélation imagée, iconique. Et ce que tu viens de dire de Nouvel, on est exactement là-dedans. Ce qui a donné tous les transparences, chez Lyotard, les immatériaux, c'est pas les choses transparentes, c'est pas l'immatérialité au sens où l'entendent les architectes. Néanmoins, même s'il n'est pas question de faire l'apologie de qui que ce soit ici, mais néanmoins, même s'il y a malentendu, etc., et transformation, ça produit chez les architectes, dans certains cas, des choses tout à fait intéressantes. Tout à fait, oui. C'était le cas, justement, de cette période de Oui, tout à fait, oui. Alors là, puisque vous avez tout compris, je plaisante. Non. Alors là, non, on est pareil, hein. C'est pour ça que... Donc là, en fait, il y a dans cette période de l'hyper, parce qu'en fait, vous avez rencontré le Lyotard personnellement, c'est important, très important. Dans cette période-là, vous produisez trois projets vraiment importants, dont celui-ci, où précisément vous mettez en acte cette relation de l'architecture à l'hyper. Alors tu vas peut-être en parler. Donc là, c'est le premier. S'appelle Robots comme des dieux, remarqué au Pan 14 en 88. Peut-être je montre les images et puis on parle après. Alors, parce que ça nécessite évidemment un peu d'explication. C'est dessiné main, hein, tout ça. Oui, c'est dessiné main, c'était encore... Ouais. Alors, ce qui est drôle aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut faire une autre analyse de ça. On pourrait en faire une analyse à la fois graphique et presque plastique ou esthétique. On voit des relations entre ces images ici, dans ce projet-là, de logement, robotisé en partie, dans la fabrication, et ceci. Ça, c'est peut-être un peu une œuvre maîtresse non réalisée, malheureusement, mais d'ailleurs, était-elle facilement réalisable? C'est une autre question. C'est un projet recherche, en fait, quelque part. Première maison à construire entièrement par un robot.
Oui. On a parlé l'autre jour de ces... C'est toujours la même. Alors, c'est toujours la même. Le précédent, le robot comme des dieux, c'était une expérimentation. Alors, les robots de l'époque avaient 3 axes, maintenant ils en ont 7. L'idée, c'était de les faire travailler en usine pour robotiser une partie de la maison. Tout ce qui était les éléments chers, qu'on a appelé la cartouche, cette espèce de truc violacé là qui est au milieu, qui était à la fois fluide et tout ce qui est énergie qu'on pouvait fabriquer en usine et venir placer dans la façade qui conservait un trou, donc on le plaçait dans la façade, on pouvait la changer comme on change une machine à laver. Pas très loin de ce que disait Prouvé à une certaine époque aussi, ça. Oui, et l'ensemble pouvait être commandé à l'intérieur, ce qu'on a ensuite appelé la domotique. Donc cette partie de cette cartouche comprenait une capacité de s'ordonner et de conserver la mémoire de ce qui s'était produit. Voilà. Et puis l'autre, c'est un projet qui... On a parlé l'autre jour, je cherchais le nom des labos. Il y a un labo à Stuttgart et un labo à Zurich qui travaillent sur... Stuttgart, Frayoto ? Non, à l'université de Stuttgart, il y a 2 labos de robotique et celui de Zurich, il y a Gramma Zurich-Holler. Donc je cherchais les noms. Et puis il y a à Stuttgart, il y a Achim Menges, ce sont deux groupes d'architectes. Il y a des projets très très beaux qui sont assez proches. C'est dans cette veine-là, c'est-à-dire des matériaux très fins. Parce que l'idée, c'était dans ce projet, c'était de faire travailler un robot, sachant que si on a des matériaux lourds, on a du mal à les mettre en œuvre sans que le robot se décale par le fait de la lourdeur des matériaux. Donc l'idée, c'était d'avoir des matériaux très très légers et de pouvoir répéter la tâche, pouvoir la répéter très, très facilement, très longtemps, en décalant le robot. Et vous verrez sur ces projets expérimentés dans ces labos à Stuttgart et à Zurich, c'est par le tissage essentiellement, le tissage d'éléments sur lequel on avait travaillé aussi avec un autre projet qui est pas là, c'était de tisser de la matière métallique et puis ensuite projeter un composite ciment vert très fin. Donc ce sont des projets qui sont expérimentés et réalisés aujourd'hui dans différents endroits par ces deux labos. D'accord, ce serait bien que tu nous donnes les références à l'occasion. Eh bien oui, sans problème. Ouais. Du coup, ce que vous nous disiez quand on s'est vu, c'est que cette maquette, vous l'aviez quand même réalisée avec un robot. Oui. Oui. C'est-à-dire que on avait un robot programmé qui a fait une bonne partie des assemblages. Et où? C'était fait où, ça? Ça a été fait... Avec qui, plutôt, je veux dire? Quand tu dis le robot, qu'est-ce qui... Alors, c'était un tout petit robot, et c'était... Qu'est-ce qui nous avait fait ça? Ça m'échappe tout d'un coup. Je vais vous chercher je ne l'ai plus en tête, le nom du labo qui nous avait... Ce qui est intéressant aussi à un autre niveau, vous vouliez ajouter quelque chose? Nous, du coup, ce qui nous avait marqué et ce qui ressort un peu de ça, c'est ce que vous parliez tout à l'heure, le retard des architectes. Un peu. Vous aviez pensé ça dans les années 80 et ça commence aujourd'hui à peine à être mis en place. Et vous aviez beaucoup d'idées ce qu'on a retenu, c'est qui étaient peut-être qui étaient des très bonnes idées, mais pas au bon moment en fait. Ils n'étaient pas prêts à être acceptés à cette époque-là. Et voilà, on a trouvé ça assez spécial et bizarre, mais
il y a ces idées-là, il y a ces idées de la maison intelligente qui aujourd'hui sont au centre de plein de recherches. Et du coup, voilà, pour en revenir à ces 20 années d'expérimentation très importantes qui n'ont pas été récompensées, ce projet, c'est vraiment un exemple. Oui, c'est vrai. Là même, ce qu'ils sont en train de faire dans ces deux grands labos, ils font des expérimentations. Ce sont des pavillons essentiellement. D'abord parce qu'il y a des questions de structure. Il y a des questions effectivement humaines de réticence. Il y a des commandes. Il y a beaucoup de choses qui font que les architectes sont, je disais, en retard tout à l'heure. C'est pas qu'ils soient idiots, on n'est pas des idiots, mais simplement on a des contextes culturels qui sont... La culture, c'est quelque chose qui avance très très lentement. Il y a une partie, ça se réchauffe, c'est comme la mer, ça se réchauffe moins vite et ça se... il y a une inertie très importante de la culture. Il y a des éléments de la culture qui sont toujours en avance, mais qui sont en périphérie du système. Mais la culture, c'est quelque chose qui avance très très lentement. Et vivre dans une maison fabriquée par un robot ou qui est animée par des mini-robots, tout ce qu'on utilise aujourd'hui, ce sont des sortes de mini-robots, c'est encore pas complètement... Ça commence, mais c'est encore pas complètement acceptable. Ben voilà, c'est que tout ça aujourd'hui, il y a 30 ans, c'était déjà possible de le faire. Aujourd'hui, quasiment. Oui, il y avait encore quelques barrières. Ce genre de choses, mais c'était déjà une idée actuelle. Oui. Et c'est à peine aujourd'hui. Oui, tout à fait. Je crois qu'il veut parler aussi. Oui, parce que du coup, moi, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que contrairement à ces laboratoires qui actuellement sont en train de monter des maisons avec des robots, mais en intérieur et vraiment dans des conditions un peu aseptisées, on pourrait dire, vous aviez vraiment imaginé ce robot-là comme un robot qui pourrait travailler sur un chantier. Oui, dans certains. Alors sur un autre projet, on l'avait pensé. Non, c'est un bâtiment qui est en arrondi comme ça. Il est arrondi parce que il fallait penser la chose à partir de l'objet technique, c'est-à-dire le robot qui avait que ces 3 axes de rotation. Mais effectivement, il y a tout un tas de difficultés qui sont à la fois des difficultés techniques et puis des difficultés humaines, de compréhension, d'acceptation. Il y a aussi autre chose que je trouve vraiment intéressant, c'est que dans un autre texte, dans le bouquin dirigé par Alain Guilleux, ici, Action Architecture, qui a été lui-même lié, ce bouquin, à un cycle de conférences donné ici à l'école, dont tu étais, qui a sorti un article sur l'hyper, je ne me souviens plus du titre. Et hyper. Voilà, hyper, tout simplement. Hype, elle est hype, notre hyper Elisabeth. Donc, ce que cet hyper fait à l'architecture en réinterrogeant, actualisant la thèse de Zemper, Gottfried Zemper, vous voyez? Et vous voyez ou pas? Vous voyez? S-E-M-P-E-R. Zemper en allemand, ça veut dire toujours. Ça me frappe beaucoup. Et en fait, vous voyez que chez Zemper, ça aussi c'est intéressant parce que c'est assez symétrique à ce qu'on disait tout à l'heure à propos, par exemple, de Simondon. Zemper, il est plus ancien, c'est 19e Zemper. Oui. Et il a une fortune critique de Zemper un siècle et demi plus tard, parce qu'en fait c'est une sorte de contre-histoire de l'architecture qui pourrait s'énoncer à partir de ce que Zemper proposait sur la promotion de l'architecture comme tissage, comme textile, disons les origines textiles et la capacité de penser l'architecture dans cette relation à la fabrication textile. Et j'y pensais, je repensais à ça quand tu parlais de l'expo là en cours à Beaubourg et puis des labos de Stuttgart, etc. Et ce qu'on voit là, quelque part, sur le fait qu'on pourrait dire qu'il y a une forme de production architecturale qui est peut-être à cheval entre le monde de l'architecture et celui du design. On n'a pas assez parlé de design parce qu'il y a quelque chose vraiment qui a trait au domaine général du design dans cette affaire-là, et qui consisterait à penser la fabrication dans une dimension réticulaire, de lignes, de fils, qui évidemment se conçoivent
fabriqués, préfabriqués, enfin disons tissés par une machine à coudre. C'est ça. Chez Zimper, quand même, pour vous, pour éclairer votre lanterne, Zimper, il a travaillé sur l'ornementation, il a travaillé sur le textile, et sa théorie, c'est que l'architecture est faite de 4 éléments élémentaires, c'est-à-dire la plateforme sur laquelle on va poser les choses, la clôture, l'enclos, qui est donc le textile, l'enclos qui va enclore le camp sur lequel on s'installe, le toit, et puis le foyer. Le foyer, c'est le centre. Et le foyer, on retrouve ça ensuite avec Banham au XXe. Le foyer, c'est le centre de l'architecture. Enfin, c'est l'élément fondamental. Mais ces 4 éléments, et dans ces 4 éléments, effectivement, l'enclos, c'est celui qui est tissé. Je pense aussi à nos étudiants d'origine asiatique, par exemple, et pas que. Ouais. Je pense tout de suite, par exemple, à la maison Kiso, japonaise, qui est ici au jardin d'acclimatation. Bien que ce n'est pas ni le Vietnam ni la Corée, mais c'est pas loin. Jardin d'acclimatation à Paris, remonté. Vraiment, c'est le foyer au centre. C'est une sorte de cahute construite autour d'un foyer. Ça y amène le sol. Et peut-être de l'expérience dans d'autres mondes aussi comparables. Alors bon, après j'avais ça, mais peut-être on va passer là, parce que là c'est pas que de la blague, ça s'inscrit aussi de manière à la fois critique et il y a des formes d'influence, sans doute directe, indirecte. Scarpa, ça va chercher très loin par rapport à ce que vous faites. Je l'ai mis quand même dans les pattes, et puis Eisenman. Et l'autre, j'aime bien ça, tiens, je connais pas. C'est Scarpa. C'est Scarpa, en bas, c'est vachement chouette, ça me raconte des choses, effectivement. C'est pour une façade de Castelvecchio, qui est un ancien château transformé en musée dans la Vénétie, en fait. Pas loin de D'accord. Oui, parce qu'il y a quand même une forme de design au sens de style qui traverse cette époque-là, et on témoigne aussi ces projets. Oui. Alors là, par exemple, ça c'est un des projets peut-être les plus aboutis, mais non réalisés aussi, qui est Robotic Garden. Ou jardin robotique. Oui, jardin robotique, mais ça c'est parce que c'était sorti dans une revue allemande. Donc là, peut-être on peut montrer ça, et puis tu nous en dis 2 mots. Ça, où on reconnaît le couple derrière autoproduit, parce que c'est vous qui avez mis en page, je pense. Oui, c'était dans le livre de Pierre sur la Villette. Voilà, ça, et peut-être ça pour clore le chapitre. Alors ça, c'est moi qui ai ramené les éléments. Bon, il y a la dimension du jeu aussi qui est très présente, me semble-t-il. Oui. Constant, ambiance de jeu. Constant, c'est l'un des protagonistes des situationnistes, Constant Navarus, New Babylon. Oui. C'est la New Babylon. Hop, alors on revient là-dessus. Peut-être tu peux dire 2 mots de... Par exemple, là, on voit 4 éléments. Lumière, eau, végétal, mur. Ça peut peut-être permettre de faire comprendre. Le projet en question, c'était à la suite du concours de la Villette. On avait été primés, on devait faire un jardin à côté. J'y suis passée l'autre jour, qui jouxte le Zénith. Le Zénith devait être démoli, devait être là provisoire, donc on devait faire ce jardin. Qu'un jardin, pas de chance. Le Zénith est resté, avec un robot qui entretenait l'ensemble de ce petit jardin qui était en contrebas légèrement, de manière à pouvoir être vu sans avoir à y rentrer, et donc entretenait l'ensemble de ces éléments. L'idée, c'était à la fois d'organiser, d'avoir donc un robot, mais de démontrer qu'on pouvait obtenir de la complexité. C'est un élément très important, la complicité dans la façon dont on pense les choses. Le robot n'est pas incompatible avec une certaine complexité à partir du moment où on a, alors c'est la photo suivante, où on organise les éléments en les croisant et en les hybridant, de façon à obtenir cette complexité. Donc les éléments de lumière, il y avait des sortes de petits spots de lumière, il y avait de l'eau et la façon dont on conduit l'eau au travers de différentes surfaces, le végétal et puis les murs qui sont à la fois accompagnent l'eau et accompagnent le végétal et la lumière. Donc ces éléments, en les croisant, on obtient une certaine complexité, mais une complexité qui peut être décodée par le robot qui gère l'ensemble du jardin.
Ça fait penser, il y a une dimension musicale dans cette affaire, je pense à la messe pour le temps présent de Pierre-Henri, des choses comme ça. Oui. À partir de 4 pistes, on pourrait presque dire, qui sont là. Oui. 4 pistes, on crée une forme de composition musicale dont les variations sont, dans une certaine mesure, aléatoires, une dimension aléatoire. Oui, il y a quelque chose, c'est un peu dans cet ordre d'idée. Parce que ce qu'on comprend mal, mais bon, on va pas, c'est que là c'est en creux. Hein. Tout ça, ça veut dire que c'est en creux. Là précisément c'est la limite. Et là on est dans un bassin inondé d'eau. Hein, c'est ça. Oui. Et ça représente des jets d'eau là. Et ça représente des jets d'eau. Tandis qu'ici on est dans une sorte d'île. On est sur une pelouse, une île. Accessible. Non accessible, puisque les gens se baladent autour de ce jardin qui est en creux, qui n'est pas accessible. C'est comme tous les jardins, parce que c'était la demande de Tchoumi. Il ne voulait pas que les jardins thématiques soient au même niveau que ces pelouses. D'où le jardin de bambou est en creux, etc. Ils sont tous décalés par rapport au terrain naturel. Très bien. Alors, troisième sous-chapitre de cette partie-là principale, on rentre dans ce que l'AHDR t'a conduit à poser. Donc ça, c'est le titre de l'AHDR, enfin le titre principal, il y a peut-être un sous-titre, c'est modèle, modélisation et transfert. Et tout de suite, on rentre dans l'univers fabuleux et onirique aussi, quelque part, de ce monsieur. Suspense. Que voilà. Au milieu de ces ampoules. Oui. Et là, les diodes et les triodes et les pentodes. Oui, j'ai fait un peu exprès de rentrer dans l'image plutôt que de la montrer pieusement, comme tu vois, c'est de faire rentrer au milieu de ce monde. Parce qu'il y a quelque chose dans l'œil qui brille là, de Simondon, puisque c'est bien Gilbert Simondon, qui fait écho aux brillances. Il a fini assez fou. Hein. Bah, non, mais alors en fait, je l'ai presque, juste pour discuter, je l'ai décomposé, cette partie-là. Ensuite, on passera à la pédagogie, si on a encore un peu de temps. Mais la pédagogie est là-dedans en permanence, en fait. Mais décomposé en 3 temps, en fait. J'ai appelé ça théorie du milieu, théorie du projet et théorie de la conception, ou plutôt de l'invention. Et théorie du milieu, peut-être ça commencerait précisément par ça, c'est-à-dire ce philosophe des techniques, c'est quelqu'un qui est engagé dans une pensée de la technique comme un milieu lui-même vivant, quelque part. Une autre nature, une nature. Donc, qu'est-ce que la nature? On est dedans tous, autant qu'on est. Bon, il y a cette très belle citation que tu nous avais déjà proposée, parce qu'on a participé avec Elisabeth à une expérience pédagogique importante, qui est celle du séminaire de master Constellation, là, qui existe toujours. Et Constellation, et en fait, dans le cadre du séminaire, on a échangé des choses, mais par exemple, très souvent, ces affaires-là, comme tu étais en train de produire la HDR dans cette aventure commune, le Simondon a percolé, a diffusé dans le séminaire comme ailleurs, etc. Et je me souviens en particulier de ce moment où tu es venu avec 2 objets. Alors voilà les 2 objets. Il y a d'une part la turbine de Guimbal et cette citation magnifique de Simondon. Peut-être tu peux la lire. Et puis aussi ça. Je m'amuse beaucoup avec les images, moi, après. La tique. Pardon, mince. Bon, vous avez entendu cet animal effrayant qui est en train de manger le savon. C'est une tique. J'ai pas l'extrait de la tique parce que c'est génial, mais c'est génial. Hein. C'est merveilleux. Je sais pas. Tu veux lire ça Alors, c'est la pression exercée par l'eau dont on exploite l'énergie qui assure le refroidissement de la turbine. C'est le différentiel de pression entre l'huile, dont la fonction première aura été de lubrifier, j'ai pensé hier au soir, le générateur, et l'eau qui assure l'étanchéité du carter. En somme, l'usine est contenue tout entière dans le mur du barrage. Ça, c'est ce qu'il appelle, en fait, c'est ce qu'il appelle le milieu associé. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous comprenez, la turbine, c'est un truc qui est immergé dans l'eau, qui tourne et qui permet de produire de l'électricité. Et Guimbal avait imaginé une turbine, donc une turbine qui devait être mise dans l'usine marémotrice de la Rance.
C'est une vue de la turbine. C'est une vue de la turbine à la Rance. Donc cette turbine, elle est... c'est donc l'eau qui permet de fabriquer cette énergie, mais c'est le différentiel de pression entre l'huile qui lubrifie le moteur, le générateur, et l'eau qui assure l'étanchéité. C'est-à-dire c'est la relation de pression entre les deux qui fait l'étanchéité. C'est ce qu'il appelle l'invention, c'est ce que Simondon appelle l'invention. L'invention, c'est quand on réalise un objet, il y a une phrase qui est beaucoup plus belle que ça, voilà, c'est ça. Ainsi y a-t-il récurrence de causalité dans un milieu que l'être technique crée autour de lui-même et qui le conditionne comme il est conditionné par lui. C'est-à-dire, c'est le rapport de ce qu'il y a à l'intérieur et de ce qu'il y a à l'extérieur qui constitue une sorte de métastabilité, d'équilibre global. Et ça, c'est une invention. Et le milieu, de ce fait, est associé, c'est-à-dire là en l'occurrence la flotte, le milieu marin, est associé à l'objet technique même. Il le conditionne, et l'objet technique conditionne le milieu, et il est conditionné par lui. Vous comprenez cette chose-là ? Vous voyez, moi c'est marrant parce qu'on pourrait en faire une relecture. Là, en t'écoutant, j'étais en train de penser à l'architecture et à la question de l'air. Oui. Tu mets la question de l'air à la place de l'eau et deux airs, on pourrait presque dire l'air extérieur, l'air intérieur, etc. Et oui. Tu essaies de réfléchir à la manière dont l'architecture peut elle-même être l'élément, le truchement de cette association entre le milieu général dans lequel on est et le milieu interne. Ça marche aussi. Oui, oui. Bah, sur les architectures traditionnelles, anciennes, il y a ça. Il y a la manière dont l'air circule de l'intérieur vers l'extérieur. Bien sûr, celle aussi que nous réinventons désormais. Et celle qu'on réinvente, oui. Très bien. Alors, la TIC. La TIC, c'est compliqué, oui et non. C'est merveilleux. C'est vraiment un livre d'enfant. C'est encore un livre. Cette page, cette première page, oui. Il explique comment cette bestiole peut rester. Elle va s'installer dans un arbre. Petite comme le bout de ce... Plus petit que ça. Oh, plus petit que ça, oui. Elle va s'installer dans un arbre et puis elle peut rester très longtemps sur cet arbre jusqu'à ce que passe l'animal en dessous, qui est un animal à sang chaud, qui va la réveiller. Et elle va tomber, oui, vous par exemple, vous allez vous balader en forêt, vous êtes un animal à sang chaud, s'il y a du poil, des cheveux, elle va se glisser et puis s'installer chez vous. Mais si par manque de bol, ce qui est passé ne correspond pas à ce qu'elle recherche, elle va remonter sur sa branche et elle va attendre. Elle peut attendre des années. Elle peut attendre des années. Une dizaine d'années, je crois. Sans manger. Alors, ce qui est intéressant chez Uexküll, c'est effectivement, c'est un des précurseurs de cette question du milieu. C'est-à-dire que nous ne sommes pas indépendants du milieu dans lequel nous fonctionnons. La turbine Guemball ne fonctionne que parce qu'elle est dans son milieu. Mais nous-mêmes, ou n'importe quel animal, fonctionne dans un milieu. Et le milieu conditionne l'animal. Donc il y a une espèce de relation qui s'établit entre... et l'architecture fonctionne aussi comme ça. Hein. Elle est conditionnée par le milieu dans lequel elle est, ce qui a été nié par la période moderne, parce qu'on a pensé que une certaine technique pouvait s'abstraire du milieu, ce qui est totalement faux. La technique ne s'abstrait pas du milieu, on l'a vu précédemment. Alors là, on pourrait rentrer maintenant dans la théorie du projet, entre guillemets, à partir de cette relation entre dispositif et processus, qui est très, très claire, très intéressante, alors que généralement, on utilise ces termes un peu de façon presque, on les permute volontiers.
Là, c'est Madame Mortamé elle-même que je cite. Là où le dispositif assemble des données, des moyens, des outils, le processus assemble des temps. Et il y a cet extrait transmis hier par téléphone, qui est... Alors, je ne sais pas si on a le temps de le lire. C'est rapide. Hein. Vas-y. Alors, de même que pour faire un feu, on dispose des petites brindilles au-dessus d'une boule de papier, puis au-dessus encore quelques bûchettes fendues, en ménageant du vide entre les éléments pour faire circuler l'air, puis que l'on craque une allumette portée au contact du papier. Le processus de prise de la combustion nécessite l'assemblage de plusieurs éléments disposés en connaissance des principes généraux de la combustion. On dirige, on canalise la combustion dans un espace, le foyer, et un temps donné, fonction de la quantité de bois utilisée par exemple. Cet exemple assez frustre permet néanmoins de comprendre l'association nécessaire du dispositif et du processus. Le dispositif n'est pas suffisant pour faire un feu. Le processus peut avoir lieu naturellement. Le processus peut avoir lieu naturellement. Un feu de forêt déclenché par la foudre, par exemple, mais le déclenchement artificiel d'un feu nécessite un dispositif et la connaissance des lois procédurales élémentaires de la combustion. Le processus est sans doute ce qu'il y a de plus difficile à mettre au jour, à révéler, à comprendre et à reproduire, parce qu'il s'établit dans le temps en opérant sur et par un ou des dispositifs. C'est clair. Vous voyez? Non? Est-ce que vous voyez comment ça peut se transposer, le cas échéant, dans la pensée du projet, hein? Parce que c'est un peu de ça dont il est question, quoi. On n'est pas là pour se raconter des choses et se taper sur le ventre, sur des... C'est comment c'est orienté projet, tout ceci. Ça me semble quand même très... Alors, oui. Ça serait bien s'il y avait... que c'est des mots qui vous sont familiers ou étrangers Parce que dispositif, tu vois, par exemple... Pardon, c'est moi. Ouais, non. De parler. Mais non, mais... On a parlé dans l'intro un tout petit peu de dispositif. Les PDF sont en ligne, hein, sur le... Sachez-le, hein, le PDF Avril, le PDF Intro et celui d'Elisabeth vont être sur notre drive commun. Le dispositif au sens Agamben, au sens... J'ai montré en fait un concert de Pierre-Henry. Ah oui. J'adore cette image qui m'était donnée par Christian il y a longtemps. On voit un ring avec des machines. Ouais. Il y a Pierre-Henry au milieu de ces machines avec toute une série d'assistants. Et puis on voit les spectateurs qui sont autour. Et on voit cette relation. Alors là, tu parles de données, moyens, outils. Il y a des gens, il y a des machines, ouais. Il y a un site particulier. Et même un site qui fait situation, les gens sont couchés. C'est un concert à apprécier couché. Le dispositif. Puis après, il allume le feu, en fait. Après, il y a le processus. D'accord. Non, peut-être que ça va faire parler plus les étudiants, cette image. J'aime bien quand même. Ah ouais. Il est beau ce moule-là. Ah ouais, tu t'es cherché un beau moule là. Je trouve qu'il brille bien. Puis ça donne envie de manger un gâteau. Alors, le moule, c'est un mot très important parce que quand il y a moule, il y a modéliser, il y a modèle, il y a model en anglais. Le mot model est intéressant parce qu'il raconte, il est tous ces mots-là. Maquette. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un moule pour vous? Qu'est-ce que c'est qu'un modèle? Un modèle, il est imitant et imité. C'est-à-dire que je prends pour modèle Emmanuel Doutrillo, je le dessine. J'imite la figure d'Emmanuel Doutrillo, mais ensuite je peux être le modèle de quelque chose d'autre. Je suis à la fois, j'imite quelqu'un et puis je peux être imité par quelqu'un. Donc je peux imiter quelque chose et cette chose peut être le modèle de quelque chose d'autre. La formation des Beaux-Arts, c'était ça d'ailleurs, au départ. La mimésis, etc. Oui. Recopier les tableaux. C'était recopié, oui.
mais comment on fait pour passer au stade suivant? Et le moule, c'est intéressant parce qu'il il imite ce qui va être, le gâteau qu'il va y avoir après. Ce qu'on veut, c'est que ce moule puisse permettre de faire un gâteau qui ait une certaine forme. Donc il imite le gâteau, et le gâteau va ensuite imiter le moule. Donc il y a toute cette question permanente de structure informée et énergie formatrice. C'est très important parce que quand on dit on va faire une brique, c'était ce qu'il a utilisé comme exemple, quand on pense que c'est le moule qui fabrique la brique. En fait, ce n'est pas le moule qui fabrique la brique tout seul, c'est le moule et la matière, et la manière dont la matière est compressée dans le moule par l'intermédiaire d'un acteur, un artisan, qui va pousser, qui va appuyer la matière dans le moule. Donc, c'est une chose complexe qui comprend un élément qui est en creux, une matière qui est informée, qui va être informée à la fois par le moule et par l'énergie de la pression qu'on exerce sur la matière. Donc cette question du moule est très importante, et quand vous imitez quelque chose, quand vous redessinez quelque chose, quand vous essayez de comprendre un projet d'un architecte, que vous essayez de l'analyser, vous faites les deux. Vous faites à la fois le moule passif et le moule actif. Alors, énergie et information, c'est quand même intéressant de penser l'architecture. Là, tout à l'heure, on parlait de nouvelles, de forme et d'espace, image et mouvement plutôt que forme et espace. Et là, vous nous dites, à l'appui de cette trajectoire informée par l'hyper, et aussi par Simondon, que l'architecture est peut-être d'abord structure informée et énergie formatrice. C'est intéressant de le penser comme ça. Oui. Elle est tout sauf inerte, c'est le moins qu'on puisse dire, désormais, si on la pense de ces termes. Elle est information et mise en forme. Oui. Alors peut-être là, on va passer là-dessus, parce que sinon, on n'aura pas le temps, malgré Tu vois, je me suis cassé avec une image. Mais non. Bah ouais, c'est des objets en soi, ces petits PowerPoint. Ouais. Une théorie du projet. Là, en fait, disons, peut-être juste pour... parce que j'aimerais bien garder une seconde quand même sur la pédagogie à toute fin. La complexité des images. Tu dis, à travers quand on examine les publications récentes depuis les années 2000, on découvre une nouvelle catégorie d'objets singuliers, diagrammes, modélisation thermique en images 3D, maquettes de carton, de papier qui ne traduisent pas de résultats de projet à des stades finaux, mais à des stades d'exploration très amont. Que s'est-il passé ? La complexité des images surgissant du calcul numérique, comme la richesse méthodologique induite par les procédures émanant des outils, est sans précédent. Pour plonger dans cette complexité et l'exploiter, les modèles deviennent indispensables. C'est la raison du modèle. Oui. Et en fait, on va voir surgir ça dont tu en parles très bien dans ton HDR, ce genre de choses que vous connaissez. Hein, là, vous reconnaissez quand même bien les petits bazars de Toyo Ito. Mais ça peut être c'est fort dedans de Gand, mais enfin, ça peut être aussi d'autres projets de Ito. Ce qui est quand même très intéressant, quand même, c'est que là, on a une maquette qui exprime un processus. Ouais. Et cette maquette, elle est quand même faite main, quand même. Ça, c'est très étrange. Oui, c'est très important, ça. Le retour enfin, on le voit bien, hein. On le voit aussi dans d'autres mondes, par exemple dans la pub. On n'a jamais vu de la pub aussi, où le dessin est aussi présent. Les tutoriels, par exemple. Vous allez sur Internet, le tutoriel qui parle le plus, je trouve personnellement, c'est celui où on a l'impression que le gars vient de le faire à la main, juste avant qu'on arrive. Non ? C'est le cas ? Tutoriel, vous voyez ? Tutoriel, vous voyez ce que c'est ? Ah, pardon, on parle très vite et vous ne comprenez pas bien le français. Ah, ouais. Compliqué. Tutoriel, c'est ces modes d'emploi qu'on trouve en ligne pour monter un meuble chez Ikea. Pour remplacer une roue. Pour remplacer une roue, oui, crever. Terrible. Pour remplacer la chasse d'eau. Enfin,
Le flotteur. Le flotteur, qui a fait ça, le joint. Alors ça c'est très intéressant, le travail de Ito. Moi je suis assez passionnée par son boulot parce qu'il y a une espèce de trajectoire de la pensée, si on s'intéresse à, qui est très précise, et les expérimentations se succèdent sur une espèce d'évolution d'un élément de base qui est le poteau en fait. Hein, il part de Le Corbusier au départ. Et la façon dont la pensée migre petit à petit vers des complexités structurelles beaucoup plus grandes, et puis des complexités topologiques, hein, à la fois au travers de diagrammes et de maquettes faites main. C'est très important, ce qu'on disait l'autre jour ensemble, là, quand vous êtes venus, c'est que la main et le cerveau, ça reste extrêmement important à préserver. L'ordinateur, c'est un élément intéressant qui fait travailler une partie du cerveau, mais votre main, et si vous arrivez à le coordonner, ce qui se fait là, c'est-à-dire comment on coordonne ce qu'on voit, ce qu'on fait, ce qu'on teste, et ce qu'on calcule ou ce qu'on code, c'est extrêmement important. On a un autre exemple très différent ici, avec la Casa da Musica de Porto et le travail de maquette de Oma. Avec cette idée très très intéressante, je pense qu'on en a déjà parlé ici, en séminaire. C'est le fait qu'en fait, il y a un projet à l'origine de ce projet-là, un équipement qui fait je ne sais plus combien de surface, 1000 m², j'en sais rien, et à l'origine de ça, il y a une petite maison qui est un projet inabouti, en fait, avorté de l'agence Oma. Pour s'amuser, c'est-à-dire ils ne sont pas obligés de le faire, ils ont assez de moyens et de temps pour s'amuser, ils prennent le projet de la petite maison et ils le développent à une échelle totalement différente, etc., en se disant que finalement ce qui les importe, c'est plutôt précisément le processus d'élaboration de la forme dont ils veulent retenir la trajectoire, la mémoire en fait, dans la réalisation d'un bâtiment de grande taille, comme ça. Et ces maquettes en roof mat, en mousse, soigneusement découpées. Des évidements en fait. Hein. Oui, qui font penser d'ailleurs aux manipulations. C'est bien, on a quand même des procédures d'extrusion, on enlève du vide ou on crée dans les logiciels. Voilà, alors je passe là-dessus parce que... Les extrusions. Oui, extrusion. Je passe là-dessus. Théorie de l'invention, pourtant ce serait bien, mais les champignons, les arbres, on en a parlé un tout petit peu en séminaire aussi. Les représentations. Représentation, le bouquin de Franco Moretti, absolument génial. Le banyan. Je pense quand même, il faut que tu dises, il y a parmi nous et autour de la table des gens qui viennent peut-être de mondes un peu tropicaux où on voit des banyans. Ah oui? Est-ce qu'il y en a qui connaissent les banyans? À ma gauche, forcément. Non. Vous, non, vous ne connaissez pas? Alors en Inde, il y en a beaucoup, hein, mais c'est peut-être trop, vous êtes peut-être trop à l'est par rapport à... Banyan, vous connaissez Banyan? Non. C'est un arbre qui pousse, il pousse, oui, et puis les branches peuvent redescendre et repiquer, redevenir des racines. Et c'est des arbres énormes qui peuvent être énormes parce qu'il n'y a pas un tronc, tout peut redevenir tronc et repartir en branches. Et l'arbre peut migrer comme ça, il peut se développer en se déplaçant. C'est des arbres qui sont... Vous ne connaissez pas? Il y en a en Inde, il y en a à Maurice, il y en a à La Réunion. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant pour nous, pour moi, c'est que notre pensée, on pense toujours, les Occidentaux pensent toujours les choses de façon pyramidale simple. Soit l'arbre généalogique qui part comme ça, et puis qui se développe comme ça, soit dans l'autre sens, c'est-à-dire pyramidal. On part comme ça, on descend comme ça. Là, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est les deux à la fois. C'est-à-dire que notre pensée, elle est jamais... on part jamais d'un seul point qui se développe pour donner des branches.
ou bien on part jamais d'un seul point comme ça qui se développe, faire des branches dans ce sens-là. Notre pensée, on fait une chose qui donne effectivement quelque chose d'autre, qui redonne quelque chose d'autre, et puis cette chose-là, elle peut devenir essentielle, se repiquer et redonner quelque chose d'autre. Vous voyez ce que je veux dire dans la manière dont on procède pour penser? C'est jamais un seul point. Il n'y a jamais un seul point. Quand on commence un projet, on n'a pas une seule référence en tête, on n'a pas une seule idée en tête. On a plusieurs choses qui convergent à un moment donné. Et puis le projet suivant, on va en réutiliser une ici, qui va repartir sur un autre, et qui va s'hybrider avec autre chose. Ce que tu appelles, d'un terme un peu générique, la généalogie. On peut retracer la généalogie. La généalogie des projets. Alors, peut-être je passe là-dessus, je passe aussi là-dessus, il faut être un peu... Ouais. Et juste pour terminer, quelques travaux pilotés, encadrés par toi en projet à l'école. Ouais. Un peu vrac, comme ça. Ouais. Ça, c'est vieux, ça. Pardon? C'est vieux, enfin vieux, c'est des projets... On était encore dans les algécos des Beaux-Arts. Ah, d'accord. Il y a ça, il y a peut-être... Alors, je les passe. C'est-à-dire, alors, il y a un truc qui serait vraiment important, pour terminer, c'est que tu nous dises ce que tu appelles un modèle à visée de transformation. Parce qu'on n'était pas loin, là, avec Simondon, etc., dans tout ce que tu racontes là. Mais là, par exemple, si je comprends bien, prenons cet exemple-là, on a un travail sur une maquette, enfin, disons, on met le feu dans un bloc en polystyrène, c'est ça? Oui, en roof mat. Ouais. Ça donne un corps caverneux qui est ensuite reconstruit. Là, c'est déjà la deuxième étape. Voilà, qui est déjà reconstruit. Si la flèche veut bien m'accompagner. C'est ça. Voilà. Elle est reconstruite ici avec des couches, pour le coup peut-être de roof mat ou de roof mat. Pour fabriquer un autre corps qui a une duplication du premier à ceci près que désormais il y a un truc qui apparaît, c'est qu'il est multicouche. C'est-à-dire qu'il est informé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a redécoupé, on a réimité le modèle précédent, on est capable c'est un peu comme un scanner, on est capable de définir pour chaque couche la forme qu'elle a. Donc c'est la deuxième étape, et puis la troisième étape, effectivement, c'est comment on passe de la représentation qui est extérieure, enfin de ce qui est resté, à la représentation de ce qui est à l'intérieur. Et en fait, les étudiants avaient le texte pour commencer, c'est des étudiants de deuxième année, ils avaient à produire un projet à partir du texte sur la turbine gimbal qu'on a vu tout à l'heure. Ils avaient juste ce texte. Et ces deux étudiants ont produit ça, c'est-à-dire ce processus qui a consisté à d'abord brûler l'intérieur d'un bloc de roof mat, l'analyser, comprendre comment il était fait, et puis ensuite considérer que ça, c'était le moule qui allait donner le projet d'architecture qui est suivi. Et ensuite, pour bien comprendre le passage entre 2 et 3, en 3, là à droite, ils analysent, tu dis le corps creux, mais ils analysent aussi quelque part le corps plein qui figure à gauche pour lui donner une forme de consistance structurelle. C'est ça. Et donc, ce qu'on pourrait appeler une enveloppe en d'autres termes. Oui, c'est ça. Et puis après, il y a encore une étape, c'est celle-ci. Il y a encore une étape, c'est celle-ci qui était moins, d'une certaine manière, moins réussie. Si, c'est le même. Qui était peut-être moins réussi. Mais bon, c'est un travail qui a été fait en un mois avec des étudiants de deuxième année. Moi, tu connais, il y a Benjamin R, qui est toujours chez lui. Ok, voilà. Alors peut-être aussi, toutes dernières images, celles-ci, là, qu'on connaît un peu parce qu'on les partage, si on peut dire. On les a vues aussi, on peut dire quelque chose. Alors ça, c'est un travail de pré-mémoire d'une étudiante brésilienne de passage chez nous, là, sur les situationnistes. Et puis là, ici, il y a un travail d'une étudiante en PFE mention recherche de projet. Je te laisse peut-être en parler, ces deux-là. Alors, et en sachant que tout ça, l'arrière-plan de tout ça, c'est
barrer la pédagogie et penser au learning. Ouais. Enfin, la pédagogie, disons la formation au sens classique du terme, Oui. et penser au learning. Parce que toute ta trajectoire, c'est quand même une trajectoire qui consiste vraiment à adresser le fruit de cette recherche aux étudiants. Ça va? Oui, vous vous tournez en tous sens et vous prenez pas beaucoup. Vous prenez pas de notes, hein, c'est un bon, voilà, je sais pas, c'est comme ça. Tout est dans la tête. Enfin, pas tous, mais vas-y. Ben, celui de Cavana, c'est effectivement essayer de représenter au travers d'un travail de graphe les relations qui s'établissent entre les situationnistes et d'autres mouvements à d'autres périodes. Comment on est influencé, comment on est construit, comment on est nourri, mais comment aussi on se singularise par rapport à toutes les influences et d'autres mouvements culturels, artistiques, et aussi par rapport à des moments, des faits historiques notamment. Donc c'est une manière de représenter, c'est une forme de Bagnan, hein, c'est une manière de représenter, c'est une constellation aussi, c'est une manière de représenter comment on se situe dans un ensemble un peu complexe. Et puis le suivant, c'était le travail de mémoire d'une étudiante qui a travaillé sur le processus de conception à partir de deux agences, les Lacaton-Vassal et Bouchain. Donc elle a travaillé sur le même principe, c'est-à-dire comment on peut comprendre les productions et les processus de travail de ces deux agences. Alors elle avait mis en place un dispositif graphique assez complexe dont on en avait beaucoup parlé, pour essayer de rendre compte de ces interactions complexes. Alors, les étudiants et les étudiantes, est-ce que vous voulez dire encore un mot là? Est-ce que vous avez un mot à ajouter pour non conclure cette affaire? Alors, peut-être moi, je pourrais revenir sur la question que vous avez posée tout à l'heure sur l'hyper, parce que finalement, on n'est pas revenu dessus. Vous pourriez insister dans ces cas-là. Il ne faut pas être passif. Quand il y a un truc qui vous intéresse, il faut revenir dessus. On est dans un monde de l'hyper, hein, c'est-à-dire les choses, la n dimension des choses, l'espèce d'augmentation permanente. On ne sait pas trop où ça va nous mener, mais on est dans une sorte d'augmentation permanente à la fois de nos perceptions, de la mémoire des choses. L'immédiateté rentre dans cette question de l'augmentation. Il y a toute une série de dispositifs qui en sont issus, qui sont aujourd'hui pris. C'est presque une banalité, cette question de l'augmentation. Des choses qui ont été imaginées il y a une quinzaine d'années, qui aujourd'hui sont devenues totalement banales, qui font partie de votre quotidien et qui sont à réinterroger parce qu'en même temps, l'augmentation, l'hyper, a comme inconvénient d'une certaine manière la perte d'attention. C'est-à-dire que tout étant immédiat et tellement déployé, dans tous les sens, le danger, c'est de la perte d'attention, la perte de la patience et de l'attention aux choses qui vous importent, faire le choix des choses qui vous importent. Je crains que vous soyez bientôt submergé par la musique. C'est la fin, c'est ça? Bah ouais, je crois que c'est la fin. J'aime bien l'air, donc ça marche bien.
C'est le groupe R. Merci Elisabeth Mortamé. Merci à vous. Ça, c'est les chutes. Les chutes. Ah, ça quand même. C'est quelque chose. Ouais. Album de la jeune architecture. Lauréat de 82. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est Cornert. Non, c'est Béal. Ah oui, oui, c'est Béal. Ça, c'est Corée. Ça a été réalisé à côté de chez vous, James Young. Donc ça, c'est vraiment de la chute. Voilà. C'est ce qu'on appelle un ballet de sorcière. Un ballet de sorcière. Non, mais parce que d'habitude, ça se... Ah ben, comment ça s'appelle? Le nom m'échappe, je le connais, mais c'est pas une chimère, mais les chimères, c'est le contraire. C'est le contraire, la chimère, c'est une association de deux choses. Mais ça, c'est une... Et c'était quoi à l'origine, cette chose-là? C'était un arbuste. Merci. C'est un bout d'arbuste. Non, mais... J'ai ramassé ça j'ai ramassé ça à Cerisy par terre, dans le jardin. Ah. Ouais. Donc un cerisier, t'as qu'à dire c'est un cerisier. Non, c'est pas un cerisier. Et puis ça c'est quand même simple à raconter. Hein. On a parlé là il y a quelques minutes. Vous connaissez peut-être cette... vous devez connaître cette manière d'utiliser... Non? Qui ça vous? Non. Non, vous ne connaissez pas. Ça a été fabriqué... Vous êtes vietnamien, non? Oui, je suis vietnamien. Ça a été fabriqué là-bas, mais c'est par mon grand-père qui faisait de la... C'est du bronze, mais c'est un système de fonderie avec du sable. On fait un moule avec du sable, on fait deux parties du moule, et on coule le bronze à l'intérieur. C'est pas vietnamien, mais ça a été fait là-bas, c'est tout. Mon grand-père vivait là-bas. Mais c'est un objet technique issu de l'artisanat, et c'est un moule qui est fait avec un moule. Mais c'est un cendrier. Voilà, mais ça fait... Voilà, c'est un hypermoule. C'est un hypermoule. Merci. Super. Mais ça aussi, c'est de l'hyper. Hein.